Bismillah. Ils arrivèrent un matin alors que je parlais à Josham. Nous venions de décider ensemble de brûler ce jour même la vigne malade. Décision inévitable, mais prise bien à contre-cœur. Nous savions tous deux que la récolte de l'année en souffrirait. Notre champ de l'Est n'est pas petit. Il tient sa mesure de futaies dans notre production. Mais en dépit d'une lutte acharnée, nous n'avions pu vaincre la moisissure, qui continuait à s'étendre. Mieux valait brûler une vigne que les perdre toutes. Je pense que je sus, en voyant cette troupe monter envahir la cour de Roi-Louis, que cette arrivée annonçait des ennuis pour moi. Que venait faire ici la justice fraternelle? Il y avait là une bonne quinzaine de frères en robe grise rituelle, le visage caché par ce masque ajouré qui les déshumanise. La justice fraternelle doit rester, dit-on, impersonnelle. En fait, je suppose que ces masques visent surtout à entretenir la peur chez un accusé. Si c'est bien là le but recherché, la méthode est efficace. Rien de plus inquiétant que ces faces d'acier toutes identiques. La troupe mit à pied à terre dans un fracas d'armes. Le frère en chef s'avança. « Je cherche Gélal, seigneur de Roi-Louis. Vous l'avez devant vous. » Peut-être fut-il surpris, j'étais en vêtements de travail, sans armes, et ma peau blanche me faisait bien plus serve que seigneur. Peut-être ne le fut-il pas. Il pouvait connaître par une description mon aspect d'avance. Je n'en puis juger. Le masque cachait tous ses sentiments. À peine pouvais-je distinguer, aux fentes des yeux, un peu de vert foncé qui avouait un regard. « J'ai ordre de vous arrêter, Gélal de Roi-Louis. Je vous prie de me suivre. » Je contins un sursaut et mobilisai mes défenses pour parler avec calme. « M'arrêter? Et pour quel motif, je vous prie? Auriez-vous un acte d'accusation? »« Je l'ai. Vous êtes accusé de pratiquer la magie. Vous êtes accusé de détenir sur vos terres une plante démoniaque qui vous sert à vos maléfices. Vous êtes accusé d'avoir insulté la fraternité, d'avoir tenu des propos qui vous désignent comme appartenant d'âme aux démons. » Dieu, l'oncle recommençait, en introduisant cette fois la fraternité dans son jeu. Le mauvais chien avait été pleuré dans le giron des frères, et sans doute pas seul, je l'imaginais fort bien, recrutant quelques bons amis pour appuyer ses dires. En quel pétrin étais-je à nouveau tombé? Dès qu'il est question de foi ou de magie, la fraternité est très chatouilleuse. Et sa justice est dure. En tant que seigneur, j'aurais un procès, certes, mais qu'arriverait-il si je ne pouvais me délivrer de raies tissées par l'oncle? Je ne risquais rien moins que le bûcher. J'avais grande tentation de fuir, mais les frères m'encerclaient, vigilants, leurs épées tirées, et moi j'étais sans armes. Josham faisait une mine tout à la fois indignée et effrayée. Sa foi est solide. Pour lui, la justice fraternelle est d'essence divine et ne saurait se tromper. S'il ne pouvait croire à ma culpabilité, il ne doutait pas un instant que je sois très vite disculpé. Je n'étais pas si naïf. J'avais peur et je me contraignais à n'en rien montrer. Ces accusations sont ridicules, j'en rirais. Si je ne craignais d'insulter la justice fraternelle, quels sont mes accusateurs? Nous n'avons pas donné leur nom. À vous de nous prouver votre innocence. J'en appelle au témoignage du seigneur Ragnal de Virland, qui éclairera d'un jour nouveau les vraies raisons qu'auraient certains de m'accuser. En cet instant, j'oubliais que le seigneur Ragnal était parti en guerre, mais eût-il été présent que je n'aurais rien gagné dans l'immédiat. « Je n'ai pas qualité, répondit le frère, pour recueillir les témoignages. Vous pourrez citer vos témoins avant le procès. J'ai ordre de vous saisir sans plus. Je dois saisir aussi cette plante que d'aucuns nomment dame verte, qui participe à vos maléfices. » Je dus pâlir. Je pouvais endurer ma propre peur, mais pas celle qui me venait pour madame. J'aurais sûrement tenté n'importe quoi, quitte à y récolter ma mort, si je ne m'étais souvenu que madame entendait les pensées, que je l'appelle avec assez de force et elle serait alertée, même si en cet instant, elle n'était pas à l'écoute. Je hurlais mentalement. « Fuyez, dame, fuyez, fuyez !» Je répétais les mots encore et encore en y concentrant la totalité de mon esprit. Le frère me parlait, sans que je l'entende. Il dut bien répéter 2 ou 3 fois la même phrase avec une croissante aigreur. Je fis un effort pour revenir à lui. « T'es pas vos manigances contre la justice fraternelle. Elle est protégée par Dieu. Je vous enjoins de me conduire à cette plante. » Il me fallait gagner du temps. « Il s'agit d'une plante, dis-je en effet, qui n'est pas plus maléfique que je ne le suis moi-même. Entendez-vous l'arracher au sol et la tuer ainsi? Que deviendraient alors mes droits de défense? Comment pourrais-je prouver mon innocence? » Une part de mon esprit criait toujours à madame de fuir.
Morte ou vive, dit sèchement le frère, la plante sera étudiée par nos soins. Êtes-vous si attaché à sa vie? Peut-être parce que vos maléfices ne sauraient réussir sans son aide. Je m'étais engagé en terrain dangereux. La fraternité retourne volontiers contre un accusé les armes même qu'il penserait employer pour sa défense. Que je tarde encore et le frère ne serait que trop heureux de témoigner contre moi. Je me décidai à les guider. J'avais pris ma résolution, si madame ne m'avait entendu, si elle se trouvait encore au jardin sud, je tenterais de la sauver à n'importe quel prix. Les frères se méfiaient, leurs troupes m'encerclaient, armes prêtes. Si je les attaquais, je n'aurais pas une chance d'y survivre. Mais je n'espérais pas plus que les retarder suffisamment pour que madame puisse s'échapper. En menant les frères au jardin sud, je hurlais sans répit, sans émettre un son. Si madame lisait en mon esprit un livre ouvert, jamais je n'avais pu percevoir une seule de ses pensées. L'épreuve que je vivais ouvrit-elle une brèche dans ma surdité mentale? Je crus entendre une voix intérieure me dire « Ils ne me prendront pas, ne tente pas de folie ». La brèche, si elle existait en dehors de mon imagination, se referma. Je ne perçus plus rien. Dieu eût soit 1000 fois loué, madame n'était plus dans le jardin sud, seule demeurée là où elle avait eu ses racines, un petit creux de terre meuble fraîchement remué. J'en ressentais un tel soulagement que j'entendis à peine le frère m'accuser, avec une colère glacée, d'avoir par magie fait disparaître la plante. J'aurais dû protester, suggérer que sûrement l'un de mes accusateurs avait arraché la dame verte afin de mieux m'accabler. Je ne le fis pas, par lassitude. Je n'avais plus envie d'argumenter. Au reste, je n'aurais pas convaincu le bon frère. Je relate tout ceci de ma prison, qui se trouve au couvent de Charmézol, la plus proche de Rolhuy. En arguant qu'un seigneur se doit en toutes circonstances de tenir les archives de son domaine. J'ai obtenu du papier et de l'encre, je remplis 2 jeux de feuillets, l'un que je leur remets docilement chaque jour, comme ils l'ont exigé, qui traite de choses très anodines et proteste à chaque ligne de mon innocence et de ma foi en Dieu. L'autre qui est pour moi seul et qui ne rapporte que le vrai. Peut-être est-ce folie, mais même en fouillant bien, je ne crois pas qu'il trouverait la cachette où je loge ces feuilles. Écrire m'occupe et me facilite le passage du temps. Je suis encore tenant en titre de Rolhuy, si bien que l'on ne me maltraite pas. Je suis logé dans une cellule de religieux. Si la pièce manque de commodité, elle est éclairée d'une très petite ouverture. Je dispose d'un matelas posé sur une banquette de pierre. Je dispose aussi d'une table, d'un tabouret et d'un seau pour mes besoins. Et j'ai gardé la libre disposition de mes mains et de mes pieds. Seul un collier et une chaîne me relient à la muraille. Je n'ai guère à me plaindre pour le présent. La justice fraternelle traite moins bien les accusés serves, mais si j'ai la peau blanche, je n'en suis pas moins seigneur. Les frères me nourrissent convenablement et nul ne m'a brutalisé. Je suis si heureux de savoir madame hors de leurs griffes que j'en oublie mon propre sort. Nul doute pourtant que mon paisible présent ne dure pas. L'ombre du bûcher se profile sur mon avenir. L'absence des tenants va rendre difficile un appel au témoignage de mes amis, et j'en ai déjà bien peu. L'oncle par contre est Allah. La tante aussi et d'autres. La dame de Mercange, par exemple, qui suivra dévotement les conseils d'Abellan, le frère Bovard peut-être. J'ai fait porter un message au seigneur Roller, qui en appelle à sa justice. Il ne l'aura pas, mais à sa dame, si, qui doit le remplacer en son absence et qui n'agira pas, en ce qui me concerne, contre l'honneur. Je sais qu'elle ne me méprise pas, je n'en espère toutefois que peu. La justice fraternelle est indépendante, tout au plus dame, Issane, pourra-t-elle parler en ma faveur? Pour contrer Abellan, j'ai laissé un écrit qui nomme ma sœur Salène tenante de Rolhuy, jusqu'à mon retour. Je lui ai enjoint d'user de ce droit pour interdire à l'oncle de rentrer à Rolhuy. Je ne veux pas qu'il puisse sitôt s'y installer en maître. Il nous faudra attendre pour le faire, que mes cendres aient été dispersées si elles doivent l'être. Salène a beaucoup pleuré en me disant adieu. J'ai senti son angoisse pour gérer le domaine. Jocham la guidera. Mais saura-t-elle tenir tête à l'oncle? Je n'en suis pas certain. De plus, sa grossesse sera bientôt évidente aux yeux de tous. Dieu, je voudrais n'avoir à me tourmenter que pour moi. Tout serait facile alors et peut-être même d'accepter ma mort, mais ils ne me traîneront pas au bûcher. Si je devrais en arriver là, je me ferais tuer en me battant, même s'ils me couvraient de chaînes.
J'espère que madame est repartie dans ses forêts pour y retrouver les siens. Qu'aurait-elle à faire à Rolui, à présent? Elle ne pourrait y demeurer sans prendre de grands risques. Un cerf qui la verrait irait pleurer dans le giron du frère Bovard. J'ai regret de n'avoir pas chassé de Rolui ce religieux qui ne m'aime guère, et soutiendra sans doute Abélon. J'aurais pu demander à la fraternité un autre servant. J'ai plus regret encore de n'avoir pas tué mon oncle. Mon père lui-même me blâmerait d'avoir trop pensé à l'honneur du sang, et pas assez à moi. S'il existe une survie après la mort, il doit maudire ma sottise et ma faiblesse. La vermine ne peut s'empêcher de nuire, je le sais bien, et doit être détruite. Peut-être payerai-je de ma vie de n'avoir pas voulu tuer le frère de mon père. J'aurais pu le faire en duel en m'appuyant sur mes griefs. Si le droit de vengeance est très rarement réclamé entre parents, il reste même en ce cas légalement valable. Les archives en donnent quelques exemples. Il est trop tard, hélas, pour les regrets. Je n'ai d'autre visite que celle du frère qui est mon geôlier. C'est un blanc à face lunaire qui ne porte ni la robe des religieux en titre, ni le masque de la justice fraternelle. Il n'entre pas dans ma cellule avant d'avoir vérifié par le guichet de la porte que je suis toujours enchaîné au mur. Ma chaîne me permet de me déplacer un peu, mais pas trop. Le frère doit avoir sa mesure précise bien en tête. Jamais il ne s'approche assez de moi pour être à ma portée. Jamais non plus il ne me parle. Ses ordres s'expriment par signes, à une expression apeurée dans ce regard. Je devine qu'il me redoute. Sans doute lui a-t-on farci la tête de compte relatif à mes maléfices. Sans doute aussi me déteste-t-il. Les Blancs me pardonnent très rarement d'être un seigneur né dans l'enclos. La chaleur de l'été rend pénible ma détention. Sous le collier de fer rivé à mon cou, la chair s'entame et saigne. Je n'ai d'eau que pour boire. Les étuves de Rolui me manquent. Plus encore me manquent les promenades au grand air. Mes vêtements, qui n'ont pas été changés depuis mon incarcération, sont si raides de crasse qu'ils m'irritent la peau. Et je suis envahi de parasites qui devaient avoir leur nid dans mon matelas et que la chaleur fait proliférer. L'ouverture qui laisse entrer le jour est très étroite et trop haut placée pour que j'y puisse regarder sans me hisser sur mon tabouret. Encore me faut-il y tenir sur la pointe des pieds. Je le fais parfois pour regarder dans le jardin en contrebas. Un jardin vaste et bien soigné à l'occasion. Des religieux se promènent dans les allées en marchant à très petits pas. Ils ont des allures précautionneuses de dames craignant de salir leurs jupes. Je trouve une distraction à les observer. J'en trouve une autre à chercher, avec acharnement s'il n'existe vraiment aucune possibilité d'évasion. Je n'ai encore rien trouvé. La chaîne qui me relie au mur est solide. Je rêve si fort à une lime qu'il m'arrive de presque la sentir entre mes doigts. Je n'ai pas voulu quitter Rolui à temps pour la promesse faite à mon père. Aurait-il désiré que je la tienne jusqu'à la mort? Elle sera bien rompue alors, et Abélon aura le domaine.